Dans cette première partie, on va penser les relations internationales. Donc, nous verrons une introduction aux théories des relations internationales et dans la sphère des relations sociales et culturelles. Nous avons deux approches théoriques dans les grandes familles. Pour approcher les théories des relations internationales, nous allons aborder dans cette vidéo les méthodologies pour répondre aux hypothèses à partir des théories. Il est différentes élaborations de théories. Celle tout d'abord empirique, l'idée que pour affirmer la vérité, il est nécessaire d'observer le monde. C'est une méthode ethnologique, ethnographique, où on se place à l'intérieur du monde, on observe avec un regard neutre et on a une idée du monde qui nous entoure. Nous avons la relation positiviste, c'est l'idée de formuler des hypothèses et de résoudre ces hypothèses par des tests. En admettant que l'homme est ainsi, trouvons les bons tests pour prouver qu'il est ainsi. Ou trouvons les tests pour prouver qu'il est le contraire, ou qu'il est autre chose. Donc, on formule des hypothèses et on met en place les tests. En utilisant des données mesurables, c'est-à-dire récupérées par les tests, ça peut être des statistiques, comme des déclarations d'intention. Par exemple, on peut faire un sondage, on récupère les statistiques, ou tout simplement faire des entretiens avec différentes personnes, et là, ce sont des déclarations. On fera la moyenne des déclarations. Alors, d'abord, se poser la question, comment percevons-nous le monde? Comment le comprendre? Comment regardons-nous les acteurs, les États, les dirigeants? Est-ce qu'on les juge rationnels? Les événements qui se produisent ont-ils des effets? Viennent-ils de causes? Sont-ils détectables? On parle souvent de signaux faibles qui engendrent des signaux forts. Est-ce qu'il y a un sens social à ces événements? Est-ce qu'il y a un sens individuel, causé par des individus ou des groupes d'individus? Est-ce que c'est une cause environnementale, sociétale, anthropologique? Sommes-nous libres de penser par nous-mêmes ou sommes-nous continuellement sous influence et quelles sont-elles? Voyons-nous les choses en termes de bien et de mal? Ceci est bien, ceci est mal. Établissons-nous des distinctions morales internes ou demeurons-nous neutres ou moralement indifférents? Toutes ces questions nous permettent d'étalonner notre façon de percevoir le monde. Sommes-nous neutres? Sommes-nous soumis à des influences? Avons-nous un sens social? Avons-nous un sens moral? Quels sont les acteurs? Quels sont les environnements, les États, les dirigeants? Alors, deux théoriciens, pour Ernst Haas, percevoir le monde, c'est éviter les dogmes, les valeurs universelles immuables. Le monde est ainsi, il ne peut pas bouger. Pour James Rosnow, percevoir le monde, c'est supposer que les affaires humaines sont basées sur un ordre caché, implicite. Il y a quelque chose qui est tout le temps sous-jacent à la question. Il faut donc chercher l'ordre caché, l'implicite, dans le mouvement du monde. Nous avons donc une vision qui est subjective d'être humain et nous sommes engagés dans des préjugés. Pour remettre tout ceci en ordre, évitons les dogmes, ce que nous pensons d'immuable. Nous sommes dans un monde en mouvement et supposer que les affaires humaines sont basées sur un ordre caché, voire implicite. Pour Rosnow, il pose 8 conditions de réflexion. Éviter d'aborder toutes les réflexions sous l'angle théorique. Nous allons voir des théories, ça va nous aider à comprendre le monde, mais peut-être qu'il va falloir se détacher de l'angle théorique pour adapter notre réflexion. Il faut être clair avec les théories utilisées, celles empiriques ou celles basées sur des valeurs, avec des tests, des sondages, des statistiques.
Savoir poser les bonnes questions sur chaque événement. Il ne faut pas être hors propos, bien cadrer l'événement. Le phénomène observé peut-il être un exemple? Tel événement, avec ces observations, est-ce qu'on peut le calquer en modifiant peu de choses et se dire que finalement, ce phénomène observé est du même type de phénomène dans un autre événement? Est-ce qu'on peut sacrifier le détail, c'est-à-dire le gommer, l'oublier au profit d'une observation générale où le détail est important? Enfin, il faut être tolérant à l'ambiguïté, se méfier des absolus et calculer les probabilités. Ce n'est pas absolument clair. Peut-être qu'il va se passer autre chose. Et dans ce cas-là, savoir qu'est-ce qui est l'ordre du possible, qu'est-ce qui peut se passer. Peut-être que l'on va récupérer des ambiguïtés, et parmi ces ambiguïtés, il faudra se poser la question et, à nouveau, se penser des tests. Il faut être créatif, envisager des conditions improbables. Tel événement est arrivé, mais peut-être que dans les probabilités, il y a des conditions qui sont improbables. Anticiper une analyse de ces conditions. Être toujours en avance d'un pas. Enfin, si on est contredit, il faut être prêt à prouver les contraires. J'affirme que parce qu'il y a ça, 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 vous me dites le contraire, eh bien je vous prouve que votre contraire n'a pas raison, puisqu'il y a ça, 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 qui indique que le contraire n'est pas possible. Voici pour les 8 conditions. Ne pas voir tout sous l'angle théorique. Utiliser des théories, mais être clair avec elles. Savoir se poser les bonnes questions. Est-ce que on peut adapter un événement qu'on connaît déjà sur le phénomène que l'on observe? Est-ce qu'on peut sacrifier le détail? Est-ce qu'il faut être tolérant dans l'ambiguïté? Il faut être créatif pour avoir un pas d'avance et enfin être prêt à prouver les contraires de ce que l'on affirme. Alors, avant de rentrer plus précisément dans les théories, nous allons voir quelque chose de plus large, les libéraux. Alors, la vie sombre des libéraux, c'est une vision pessimiste. Dans la pensée de Thucydide, un grec, on est moins 460 avant Jésus-Christ à moins 400 avant Jésus-Christ, les relations internationales ont une vision sombre de la réalité des humains et de leur potentiel. Si vous voulez en savoir plus sur Thucydide, je ferai une prochaine vidéo. Donc les relations internationales, c'est une vision pessimiste de la réalité, une vision pessimiste des humains et de leur potentiel, de leur capacité de nuisance. Les libéraux, on a Nicolas Machiavel, qui est un théoricien politique et d'histoire italien, très connu. Philosophe politique moderne Thomas Hobbes, un peu plus tard. Le 4e président des États-Unis James Madison. Un homme politique et financier Alexander Hamilton. Pour eux tous, c'est une vision d'un monde de compétition entre des États égocentriques, ayant des intérêts et des capacités de pouvoir qu'ils mettent à profit dans la poursuite de leurs intérêts. La France, la Belgique a des intérêts, l'Europe a des intérêts, la Chine a des intérêts, les États-Unis ont des intérêts. Et maintenant, quelles sont les capacités de pouvoir pour jouer de leur intérêt? Nous sommes donc dans un monde en tension où les humains mettent en place des intérêts et des capacités à placer leur intérêt. Une pensée néo-réaliste de Waltz, politologue américain, c'est un des fondateurs du néo-réalisme, dit aussi réalisme structurel. Il décrit les libéraux comme mal informés. Pour eux, les libéraux, ce sont des gens qui voient le monde de façon complètement pessimiste,
avec des intérêts et des luttes de pouvoir pour préserver ces intérêts ou pour gagner des intérêts. Il est plutôt dans une méthode de position d'équilibre où il conçoit que l'homme cherche l'harmonie, l'unité, une gouvernance et obtenir des connaissances. Alors dans l'harmonie, pour lui, la condition naturelle des êtres humains est l'harmonie. Le fait de rejeter les guerres, d'être en cohérence ensemble. Pour cela, c'est une unité où les dissensions peuvent être négociées, voire rejetées. La gouvernance, il rejette les conflits issus d'une gouvernance défectueuse. C'est à nous d'améliorer les gouvernances. Enfin, les connaissances, c'est le défi des croyances erronées qu'il impute aux libéraux et de connaissances non adaptées qu'il impute également aux libéraux. Il faut donc apprendre, être souple, gouverner, préserver une unité et une harmonie dans l'ensemble. Troisième théorie, dans grand ensemble, c'est les structuralistes économistes. Les structuralistes économiques partagent avec les réalistes de Thucydide une vision sombre de la réalité. L'exploitation et la victimisation sont les mots-clés pour décrire la condition humaine. L'homme exploite l'homme et il y a des victimes et des bénéficiaires. Nous retrouvons le réaliste Thomas Hobbes. Nous avons aussi les libéraux comme l'humaniste néerlandais Hugo de Grotius, le philosophe prussien Emmanuel Kant, qui croit en une société internationale en construction selon des humains qui exploitent et d'autres qui sont des victimes. Riches, pauvres, ouvriers, patrons, etc., etc. Quelles influences théoriques? Alors, les hypothèses, nous en avons parlé, les processus, les perspectives influencent également les théories. Une théorie est toujours en évolution et en évaluation. Tous ces points de vue influencent l'image des relations internationales que nous construisons. Quelle est donc la nature humaine? Quel est le degré d'importance des humains en tant qu'agents influents? Nous avons vu qu'il y avait les environnements, les acteurs, les groupes d'individus, et donc l'humain, comment influence-t-il l'environnement, des groupes d'individus et l'individu lui-même? La question, c'est donc, quel est le sens, la nature humaine? Les théories, ce sont donc des lois qui nous permettent de cadrer des événements. Et est-ce que nous pouvons cadrer un événement de la même façon qu'un autre événement, et ainsi de suite? Alors, comment identifier les lois? Dans un usage plutôt vague en théorie, ça équivaut à en principe ou dans l'abstrait en théorie. Une autre signification est que la théorie est un moyen de rendre le monde ou une partie de celui-ci mieux compris. La théorie, en termes scientifiques, implique une explication. Dans ce propos, nous allons garder l'autre signification qui est le moyen de rendre le monde ou une partie du monde mieux compris, c'est-à-dire se baser sur la théorie pour essayer de mieux comprendre un événement ou une suite d'événements. La méthode positiviste, c'est logique. C'est des hypothèses. On met en place des tests pour prouver cette hypothèse. Existe-t-elle? Est-elle réaliste ou pas? La logique. La méthode positiviste consiste à développer des hypothèses. Ainsi, chaque fois que A est présent, on peut s'attendre à ce que B suive selon l'hypothèse que si A existe, alors B suit après. C'est de la logique. Si A existe, alors B existe. Un exemple. Par exemple, si les États s'engagent dans une course aux armements, alors la probabilité d'une guerre augmente. Actuellement, il y a une course aux armements. Est-ce que la probabilité d'une guerre va augmenter? Il est donc possible d'engager des prédictions provisoires, d'après cette théorie.
Oui, la guerre est probable. De nombreux réalistes et libéraux sont enracinés dans cette tradition. Si ces décideurs sont enracinés dans cette tradition, dans ce cas, ça peut confirmer qu'il y aura une probabilité qu'une guerre augmente. Cherchant à régir des lois courantes des phénomènes tels que la guerre, la dissuasion, la coopération et l'intégration économique. Est-ce que les individus qui ont des intérêts et le pouvoir de mettre en place leurs intérêts peut-il couvrir des phénomènes comme la guerre, la dissuasion, mettre en place la coopération et l'intégration économique? C'est à eux de faire le choix sur ce qu'ils souhaitent disposer dans la tradition des phénomènes de guerre, de dissuasion, de coopération et d'intégration économique. Après avoir émis la théorie, on en déduit des hypothèses que l'on soumet à des tests expérimentaux ou observationnels. Si un test échoue, demandez-vous si la théorie échoue également complètement. D'où peut-on gommer les détails ou renforcer un focus sur certains détails. L'approche de la reconstruction, il existe une autre stratégie théorique, celle de la reconstruction. Il est attendu d'analyser une séquence historique concrète dont chaque événement est analysé selon des lois jusqu'à la séquence finale. Il y a un événement A, on analyse l'événement A dans un cadre théorique. Il y a un événement B, on analyse l'événement B. Et il y a un événement C, on analyse l'événement C. Et on fait l'analyse dans la séquence historique. On reconstruit l'histoire avec une approche théorique. Alors, pourquoi utiliser la théorie? Comme je l'ai dit, c'est un outil pour cadrer l'analyse. La théorie permet de cadrer notre sens du monde. Comme dit dans la première partie, nous sommes tous sujets aux préjugés et aux stéréotypes. Nous sommes des créatures subjectives qui cherchent à donner un sens au monde, mais avec une pluralité de points de vue. Alors, pour nous permettre de cadrer notre sens du monde sans, avec le moins de préjugés possible et dans la mise en place de nos stéréotypes en essayant de les gommer, on va utiliser des théories et des hypothèses. Les théories, les hypothèses et les propositions nous disent sur quoi nous concentrer pour donner un sens au monde. On va donc choisir la théorie, on va y placer ses hypothèses et nos propositions. Ensuite, on va opérer une construction intellectuelle et également culturelle. La théorie est composée d'un ensemble de propositions qui aident à identifier, sélectionner les faits, les interpréter et facilitent les explications, les prédictions, les récurrences et répétitions des phénomènes observés. Pour cela, il faut identifier les modèles. En identifiant les modèles et la pensée théorique, l'analyste résout les énigmes, ou tente de résoudre les énigmes. Pourquoi le phénomène de guerre persiste alors que c'est extrêmement coûteux en vie humaine et matérielle? Pourquoi la course aux armements persiste alors que c'est extrêmement coûteux et va augmenter les chances de provoquer des guerres qui sont également extrêmement coûteuses en vie humaine et également matérielle. Alors, nous allons nous baser sur quelques théories dans les vidéos suivantes pour analyser des événements. Donc, le monde théorique est un monde abstrait, puisqu'en fait, on modélise dans notre tête avec nos savoirs des cadres d'analyse, et ensuite on prend un événement réel et on cadre l'analyse avec nos théories, cet événement réel. Donc le monde théorique est un enchaînement de théories. On peut s'appuyer sur diverses théories suivant notre culture, notre connaissance et notre mode de pensée d'analyste.
Alors, les théories généralistes sont moins courantes que les théories de niveau intermédiaire, qui vont se porter à expliquer ou prédire les crises et les prises de décision. Donc, il y a plein de théories qui sont intermédiaires, qui permettent d'expliquer ou prédire des crises et des prises de décision. Alors, au niveau de l'information, il faut trouver l'information. La théorie peut nous aider à surmonter la tempête d'informations auxquelles nous sommes tous confrontés quotidiennement. Nous avons tous un smartphone, un téléphone intelligent qui nous permet de recevoir des notifications, des informations diverses et variées. Nous sommes dans un syndrome d'obésité de l'information. La théorie va nous permettre de cadrer et de retenir les informations qui peuvent être jugées recevables et d'autres qui sont sans fondement ou qui ont peu d'importance dans le traitement de l'analyse. À partir de ces informations que nous avons collectées et triées, nous allons percevoir des indices. La théorie nous permet de fournir des indices sur des situations et des actions qui peuvent se produire. Il n'est donc rien de plus pratique qu'une théorie puisque ça nous permet de récupérer les bonnes informations avec vigilance, parmi ces informations, de trouver les indices qui vont nous permettre de travailler. L'identification, ça va nous permettre, à partir des indices, de travailler l'identification. Alors, pour identifier une entrée en guerre, il faudra différents niveaux d'analyse, comme l'individu, quels sont les indices sur cet individu, quels sont les indices sur le groupe, l'État, la société, les systèmes de l'ensemble. Il faudra donc bien définir qui est ce personnage, qui est ce groupe de pression, quel est cet État, quelle est cette société économique, culturelle, société de mafia, société, les systèmes de l'ensemble. Quels sont tous les acteurs qui sont identifiés dans l'événement? Et quels indices nous permettent de dire qu'ils sont acteurs de l'événement? Et ces indices sont issus de l'information reçue. Enfin, nous sommes en état d'observation. Nous pouvons regarder à l'intérieur de l'État comme à l'extérieur de l'État et les interactions dans le système international. Il y a un événement. On peut se dire que cet événement, il est intra-État. Ça ne concerne uniquement l'État. Et puis se dire que finalement, non, puisque historiquement, nous avons eu le même phénomène dans un autre État. Et ce phénomène s'appuie sur le phénomène de l'autre État pour exister. Alors nous pouvons aussi parler d'ingérence, de quatrième colonne, etc., etc., etc. Les niveaux d'analyse de Valls, donc dans le néoréalisme, sont des individus. La nature des individus, il faut mesurer leur taux d'agressivité et leur taux de collaboration. Nous avons des États, donc c'est la nature des États. Est-ce que c'est une démocratie libérale? Est-ce que c'est une oligarchie? Est-ce que c'est une démocratie autoritaire? Est-ce que c'est une théocratie? Il faut donc voir les différents niveaux selon Valls. Enfin, le système international, on a une nature du système international. Dedans, on a des institutions, l'ONU, l'UNESCO, et des organisations non gouvernementales, par exemple, qui sont bien souvent subventionnées par soit des États, soit des entreprises ou des organismes privés. Alors, les niveaux d'analyse distincts, c'est les travaux de Valls des années 50 sur les causes de la guerre qui identifient les niveaux d'analyse distincts et leur niveau de relation entre ces niveaux. Donc, un premier niveau, les individus, le deuxième niveau, les États, le troisième niveau, le système international, et dans tous ces niveaux, quel niveau de relation entre ces différents niveaux? Alors, des acteurs, des structures et les processus. Il est assez courant dans les relations internationales d'inclure les niveaux suivants.
On a le système international, répartition du pouvoir entre les États. Donc, c'est une carte géographique. C'est aussi technologique. On peut parler, par exemple, des serveurs, où sont stockées les données de l'information sur les serveurs et où se situent les serveurs dans la géographie. On peut parler aussi du transfert de données, où sont situées la fibre optique, les grands câbles qui permettent de pouvoir communiquer avec, partir de tous ces serveurs. On peut parler aussi de technologie Internet et de réseaux parallèles Internet. Le système capitaliste mondial, ses structures économiques, la société internationale, comment elle établit ses règles, comment elle établit ses normes. Voici pour le système international. L'État, c'est un acteur unifié, c'est une société qui représente une nation, elle est démocratique, autoritaire, théocratique, etc. Les groupes, alors c'est une politique bureaucratique avec des administrations, des dynamiques de groupe, et on parlera de psychologie sociale. On peut aussi parler de psychologie culturelle. Les individus, là on parle de psychologie puisqu'on se base sur l'individu. Certains ont tendance à psychiatriser, on parlera plus sommairement de psychologie, de perception, perception de l'individu, comment l'individu perçoit le monde, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses croyances. Voici pour les différents niveaux selon les acteurs, les structures et les processus. Alors, quel niveau d'analyse est le plus important? Comme on l'a dit dans les deux diapos précédentes, certains chercheurs vont s'intéresser à l'intérieur de l'État et d'autres à l'extérieur, d'autres aux décideurs des États. Par exemple, quel niveau d'analyse pour l'augmentation de la production d'armes? Pourquoi il y a augmentation de la production d'armes? Si on cherche à l'extérieur de l'État, certains chercheurs vont souligner la mise en concurrence des alliances entre États, tel groupe d'États face à tel groupe d'États, un groupe d'États qui s'arme, l'autre groupe d'États s'arme. Intérieur de l'État, maintenant c'est une vision à l'intérieur de l'État, tandis que certains chercheurs vont mettre en concurrence les budgets administratifs au sein de l'État qui encourageraient une augmentation constante des dépenses. On va dire qu'il y a un budget pour l'éducation, il y a un budget pour l'armement, et tout ça rentre en concurrence au sein des budgets administratifs. Chacun tire sa couverture, et c'est pour ça qu'il y a une augmentation constante des dépenses. La réponse la plus simple pour savoir quel est le niveau d'analyse le plus important, c'est que tous les niveaux d'analyse sont à prendre en compte, et ensuite il faudra faire la balance, ce qui est déjà plus complexe à faire. Alors, les racines intellectuelles et culturelles des relations internationales, racines intellectuelles. Il faut bousculer ces horizons. Se limiter aux bases de la réflexion de Thucydide, à moins 450 avant Jésus-Christ, Machiavel, 1400, Hobbes, Rousseau ou Kant n'est pas suffisant. Machiavel a une dette intellectuelle envers d'autres écrivains comme le romain Tite-Live ou le grec Plutarque. Il faut éviter les dogmes, selon Haas, et les réflexions sur l'implicite, le tacite, pour Rosno. Les historiens soutiennent que l'Asie a connu des développements tout à fait pertinents par rapport à l'expérience occidentale. Il existe une certaine arrogance causée par le manque d'attention porté aux antécédents intellectuels. Il faut donc être ouvert à toutes les cultures avec cette ouverture intellectuelle, notamment les historiens en Asie, les philosophes asiatiques. Et il ne faut pas avoir cette arrogance qui crée le manque d'attention et donc d'ouverture. Enfin, le côté start-up, les nouveautés, les innovations, les originalités ne sont peut-être pas pleinement justifiées puisque, comme nous l'indique Machiavel, il a une dette intellectuelle envers d'autres écrivains comme Tite-Live ou le grec Plutarque. Pour résumer, de cette introduction
aux relations internationales. On a parlé de théorie de réalisme, de libéralisme, de structuralisme. On verra qu'il y a une quantité d'autres théories et d'autres façons d'aborder les événements et de les analyser. Nous allons nous référer pour l'instant au réalisme, qui est une référence au classique et au néo-réalisme ou réalisme structurel. Pour les réalistes, les États sont les acteurs principaux les plus importants sur la scène politique internationale et représentent l'unique clé d'analyse. Le libéralisme ou institution néolibérale présente une vision pluraliste du monde, composée d'États, d'institutions, d'organisations internationales non gouvernementales, d'individus et de groupes, l'État étant soumis aux influences extérieures. Enfin, le structuralisme économique, qui rejoint le libéralisme, il identifie la nature capitaliste des classes économiques, les structures matérielles et les statuts de subordonnés en mettant l'accent sur les mécanismes de domination, par exemple postcoloniaux. Les questions politico-économiques ont un enjeu primordial et ne sont pas toujours dominées par les questions de sécurité militaire. La connaissance des relations internationales, c'est une approche de la connaissance qui suppose que que ce que nous savons repose sur une interprétation de ce que nous pensons voir. Notre vision subjective d'être humain nous engage dans des préjugés. J'ai appris que, donc tout ceci est comme cela. Or, il y a une quantité de détails et de moyens qui nous permettent de voir autrement. Notre objectivité dépend de la manière dont la recherche sera menée. Elle est influencée par une doctrine, une image du monde, une idéologie, un paradigme, une théorie, une compréhension d'un ou de plusieurs points de vue. De ce fait, tout le monde est légitime à comprendre le monde. Dès lors, vous pouvez vous poser ces questions. Comment sont interprétées les relations internationales par les États, les institutions, les organisations, dans la presse, dans les médias et entre vous les soirs dans le dîner? Dans quelle perspective interpréterez-vous votre analyse? Quelle méthode? Quel niveau d'analyse? Quelles références théoriques seront utilisées? C'est à vous de savoir comment avoir l'information véritable, trouver les bons indices et ensuite connaître les acteurs et mettre en place les méthodes, l'analyse, les références théoriques que vous souhaitez utiliser. Ce cours est une introduction aux relations internationales, dont le principal ouvrage est tiré de la 7e édition de Théorie des relations internationales de Marc Copy et de Paul Viot. Merci de votre attention. Nous continuerons sur quelques vidéos mettant en pratique ces théories et nous avancerons sur les différentes théories qui régissent les relations internationales contemporaines. Merci.